Il y a des ruisseaux asséchés qui ne l'avaient jamais été de toute ma vie. Cette forêt est déjà à la limite. Nous entrons dans un territoire inexploré. Notre planète est à la croisée des chemins. Le réchauffement planétaire n'est pas incontrôlable, mais il pourrait bientôt le devenir. Les signes annonciateurs sont partout autour de nous. Le problème du changement climatique est une réalité. Que pouvons-nous faire pour contrer le réchauffement planétaire? Que deviendra la Terre si nous refusons d'agir? La température est de plus en plus élevée. Chaque degré est critique. Seulement 1 degré. 1 degré de plus, si elle augmente de 2 degrés. La pression est d'environ 3 degrés. 3 ou 4 degrés de réchauffement. On commence à penser à 4 degrés. 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés. 6 degrés, c'est presque inimaginable. Imaginez le 21e siècle si le réchauffement climatique s'accélère. Quelle région frappera la prochaine tempête? La prochaine vague de chaleur suffocante? La prochaine catastrophe, alors que la température de la planète augmente peu à peu? Le débat est terminé. Les scientifiques du monde entier sont unanimes. Nous vivons maintenant sur une planète plus chaude, dont la température a augmenté de près d'1 degré Celsius. Une véritable armada surveille les signes vitaux de la Terre. Des milliers de navires en mer. Des dizaines de milliers de stations d'observation au sol. Des satellites aux aguets dans l'espace. Les scientifiques confient les données recueillies à des ordinateurs sophistiqués. Les prévisions sont alarmantes. D'ici 4 décennies, les glaciers de l'Himalaya, qui approvisionnent des millions de personnes en eau, pourraient avoir disparu. Dans moins de 50 ans, il pourrait être impossible d'arrêter la fonte de la calotte glaciaire. D'ici la fin de ce siècle, la forêt tropicale amazonienne, qui abrite la moitié de la biodiversité mondiale, pourrait avoir l'aspect d'une savane aride. Une hausse de température de 1 à 6 degrés Celsius pourrait se produire au cours du prochain siècle. Chaque degré évoque un avenir complètement différent. Le réchauffement planétaire ne signifie pas seulement une lente augmentation des températures moyennes. Il change complètement la façon dont fonctionne le système terrestre. C'est pourquoi on peut voir des sécheresses dans un endroit, des inondations dans l'autre, ou même une succession de sécheresses et d'inondations au même endroit. L'auteur Mark Lynas a étudié pendant plusieurs années les données des modèles climatiques pour comprendre comment chaque degré de réchauffement pourrait affecter la planète. Les gens ont de la difficulté à se représenter l'impact du réchauffement planétaire. Je tenais à faire ce genre de choses afin d'aider les gens à comprendre la situation. Il n'est pas évident d'imaginer que les émissions d'échappement d'une voiture puissent faire fondre un glacier de l'Himalaya d'ici 50 ans. Les experts estiment que la température moyenne pourrait grimper de 6 degrés Celsius au cours des 100 prochaines années. Mais cette situation n'est pas inéluctable. Même un léger changement dans la température de la Terre, seulement 6 degrés, peut avoir des conséquences extrêmes. Un changement de température de 6 degrés du jour au lendemain fait partie des fluctuations météorologiques normales. S'il fait 6 degrés de plus demain, je porterai peut-être un short. Par contre, si la température planétaire moyenne est à 6 degrés de moins, cela peut faire la différence entre le climat actuel et la dernière période glaciaire survenue il y a 18 000 ans. Les calottes glaciaires s'étaient alors avancées jusqu'à la limite d'Oxford. À certains endroits, la calotte avait plus d'1,5 km d'épaisseur. Seulement 6 degrés de moins ont plongé la Terre dans une période glaciaire. Imaginez ce que pourrait faire 6 degrés de plus. Les tout premiers changements commenceraient bien au-dessus de la Terre. L'atmosphère est notre zone tampon entre la surface de la Terre et l'espace. Les gaz à effet de serre, un cocktail de vapeur d'eau, de dioxyde, de méthane, d'oxyde nitreux et d'ozone, représentent un petit pourcentage.
Il forme une sorte de dôme au-dessus de la planète, retenant juste assez d'énergie solaire pour maintenir des températures favorables à la vie. Lorsque ces gaz sont en quantité plus importante, ils emprisonnent plus de chaleur et peuvent affecter radicalement le climat de toute la planète. Depuis 250 ans, les émissions de gaz à effet de serre augmentent de façon vertigineuse, alors que nous trouvons constamment de nouvelles façons d'utiliser de plus en plus d'énergie. Le CO2 est le prix caché que nous devons payer pour ce comportement. En utilisant tous ces objets modernes que nous trouvons si commodes, nous contribuons à augmenter le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Il est littéralement dans l'air que nous respirons. Il y a actuellement 383 molécules de dioxyde de carbone par million. Cela semble minuscule, mais lorsque la quantité de CO2 augmente, la température moyenne de toute la planète augmente aussi. Le double du taux de CO2 garantirait une catastrophe planétaire. Le seuil dangereux est d'environ 450 parties par million, et nous en sommes déjà à 383. Un réchauffement additionnel d'1 ou 2 degrés Celsius serait lourd de conséquences. Nous essayons d'offrir la meilleure estimation de ce qui nous attend si nous conservons notre rythme actuel. Nous proposons quelques visions possibles de l'avenir, en espérant que les gens choisiront la bonne. Dans un monde à 1 degré Celsius de plus, l'Arctique se retrouve sans glace pendant la moitié de l'année, ouvrant aux navires le légendaire passage du Nord-Ouest. Des dizaines de milliers de maisons situées près du golfe du Bengale sont inondées. Des ouragans frappent l'Atlantique Sud. De grandes sécheresses dans l'ouest des États-Unis créent des pénuries dans les marchés de céréales et de viande. Telle pourrait être notre planète à 1 degré Celsius de plus. La température moyenne de la Terre a toujours subi des fluctuations. Un climat variable n'est pas inhabituel. C'est la rapidité du changement climatique qui est sans précédent. La planète a déjà connu des changements climatiques, mais ils se produisent habituellement sur une période de plusieurs milliers ou millions d'années. Aujourd'hui, le réchauffement planétaire se mesure en décennies et même en années. Cela signifie qu'un grand nombre d'espèces ne pourront pas survivre. Un réchauffement aussi rapide pourrait nous faire découvrir un territoire peu familier, qui n'aurait rien à voir avec la Terre que nous connaissons depuis toujours. Le réchauffement planétaire est né de notre appétit insatiable pour l'énergie. Chaque interrupteur, chaque prise de courant qui sert à faire fonctionner un appareil ramène inévitablement à un endroit comme celui-ci. Près de 90% de l'énergie mondiale commence sous forme de combustibles fossiles. Charbon, pétrole, gaz naturel. Ces trois combustibles combinés sont la plus importante source des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Dans un monde à 2 degrés Celsius de plus, certains changements... Les océans sont le plus important mécanisme que la nature utilise pour absorber le CO2 de l'atmosphère. Depuis quelque temps, certains signes indiquent que ces systèmes se détériorent. Dans des conditions normales, de minuscules créatures marines telles que les foraminifères et les coccolithophores absorbent le carbone qui est dans l'eau et l'utilisent pour fabriquer leurs écailles et leurs squelettes. Mais il y a un seuil critique lorsqu'une trop grande quantité de CO2 dans les océans rend l'eau de plus en plus acide. Cette acidité dissout les écailles et les squelettes des petites créatures et les empêche de continuer à absorber le CO2 de l'eau, nécessaire pour les régénérer.
certains de ces minuscules animaux, qui sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire, ne mesurent qu'1 millimètre. L'avenir de toutes les créatures marines, de toute forme et de toute taille, est incertain. Si la chimie des océans est altérée, le principal mécanisme permettant de contrôler le climat commencera à s'affaiblir. En perdant un récif de corail, nous perdons peut-être 500 000 espèces. Nous perdons ces coccolithophores, ces petites algues, et nous commençons à perdre des choses qui sont très importantes pour la vie sur Terre. Nous perdons certains des éléments les plus essentiels au fonctionnement de la planète, et cela nous inquiète. Des scientifiques de tous les continents partagent cette préoccupation. Ils s'intéressent au réchauffement planétaire dans une région au climat extrême. La nature a mis 150 000 ans à former la grande calotte glaciaire du Groenland, qui gagne aujourd'hui la mer à un rythme sans précédent dans l'histoire de la planète. Lorsqu'elle disparaîtra, les océans en crue inonderont des villes côtières du monde entier. Le glacier d'Ilulissat au Groenland est le champ de glace qui se déplace le plus rapidement sur la planète, plus de 40 mètres par jour. Il disparaît dans la mer 2 fois plus vite qu'il y a 10 ans. Les températures plus élevées transforment un des climats les plus rigoureux de la Terre et perturbent la vie des gens qui vivent au Groenland depuis des siècles. Depuis toujours, les chiens de traîneau ont été un symbole de prospérité et un moyen de survie pour l'homme. Ils permettent notamment de chasser en hiver sur la mer glacée. Les chiens ont toujours fait partie de la famille de Finn Systal. Mais il y a quelques années, il a finalement dû se séparer de son équipage de 19 chiens. Pendant l'hiver, la plupart des pêcheurs utilisent des bateaux plutôt que des traîneaux à chiens, ce qui était impossible il y a une vingtaine d'années. Lorsque Finn Systal était enfant, cet endroit était leur terrain de chasse durant l'hiver. Une glace épaisse et solide pendant plus de la moitié de l'année. Tout est arrivé tellement vite. C'est tellement visible. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour voir ce qui se passe. Au fil des saisons, Finn voit disparaître certaines traditions liées à la glace. Dans cette glace, on peut voir des petites bulles. Ces bulles sont plus vieilles que toutes les créatures vivantes du monde. On entend ce qu'elles disent. Les bulles sont tellement comprimées que quand elles sortent, c'est comme si elles éclataient. On peut parler à la glace. C'est ce qu'une équipe de scientifiques intrépides fait une fois par année. Elle se rend au Groenland pour écouter parler la glace. Le Swiss Camp est une station scientifique construite directement dans le glacier afin d'observer de près les changements climatiques. Le docteur Konrad Stephens a érigé 23 stations atmosphériques. On y prend une série de paramètres météorologiques toutes les 15 secondes afin de mettre à jour les modèles informatiques de réchauffement climatique du monde entier. La calotte glaciaire a plus de 150 000 ans. Si elle commence à disparaître, nous amorcerons un processus inconnu de la civilisation. Nous n'avons jamais vu disparaître le Groenland. En 1992, 5,6 km de glaciers ont glissé dans la mer et disparu. 10 ans plus tard, ce chiffre a plus que doublé à 15,5 km par année. En 1992,
5,6 km de glaciers ont glissé dans la mer et disparu. 10 ans plus tard, ce chiffre a plus que doublé à 15,5 km par année. Le docteur Stephens ne comprenait pas de quelle façon une température plus chaude pouvait affecter la rapidité des glaciers, jusqu'à ce qu'il découvre un des aspects les plus étranges et les plus dangereux de cette région. Des rivières de glace fondue descendent en cascade et pénètrent dans le glacier, créant d'énormes tunnels appelés moulins. L'équipe utilise une caméra à fibre optique. L'hypothèse est la suivante. Cette eau provenant de la fonte traverse le substrat rocheux à un demi-kilomètre plus bas et agit comme lubrifiant sous la calotte, augmentant encore la vitesse d'écoulement de la glace vers la mer. Pour le docteur Stephens et son équipe, c'est un moment terrifiant. Ce puits, comme plusieurs autres, traverse le glacier de part en part. Il révèle un tout nouveau mécanisme, accélérant la disparition de la calotte glaciaire. À l'heure actuelle, elles font si rapidement que le niveau des océans pourrait s'élever d'1 mètre au cours du prochain siècle. Les conséquences pourraient être catastrophiques. La glace du Groenland contient actuellement assez d'eau gelée pour élever le niveau des mers d'environ 7 mètres. C'est suffisant pour inonder la plus grande partie de Londres, Bangkok, New York, Shanghai et plusieurs autres villes. De nombreux scientifiques estiment qu'à 2 degrés de réchauffement, nous atteindrons un seuil critique qui changera fondamentalement notre façon de vivre sur cette planète. Ce pourrait être le moment où le réchauffement climatique deviendra incontrôlable. Le réchauffement accélère la perte de glace polaire. La perte de glace accélère le réchauffement. En fondant, les glaciers génèrent de l'eau. Cette eau absorbe davantage la chaleur du soleil, ce qui fait fondre la calotte glaciaire et réchauffe la planète encore plus rapidement. Plus elle devient chaude, plus elle se réchauffe rapidement. C'est à ce moment que le réchauffement planétaire devient une réaction en chaîne difficile à prévoir. Si une croissance de 2 degrés ne pousse pas la planète vers un seuil dangereux, plusieurs scientifiques croient que 3 degrés le feront. Dans un monde à 3 degrés Celsius de plus, il n'y a plus de glace dans l'Arctique pendant l'été. La forêt amazonienne est asséchée. Les sommets enneigés des Alpes sont presque complètement disparus. Les conditions extrêmes d'El Niño deviennent chose courante. La Méditerranée et certaines parties de l'Europe s'assèchent sous l'effet de la chaleur accablante de l'été. Telle pourrait être notre planète à 3 degrés Celsius de plus. L'été 2003 nous a donné un aperçu de ce que peut être la vie dans un monde dont la température moyenne est haussée de 3 degrés. Partout en Europe, une canicule persistante s'est transformée en catastrophe naturelle. Paris est souvent déserté pendant l'été, mais de nombreuses personnes âgées y restent. Personne n'aurait pu prévoir le danger qui les guettait. Les urgentologues ont été les premiers à se rendre compte de la gravité de la situation. Le docteur Patrick Pelloux a compris rapidement que la vague de chaleur était en train de provoquer une catastrophe. Vous avez une telle vague de chaleur, c'était comme si on passait avec un lance-flamme toute une zone. Le nombre de personnes qui sont mortes dans la nuit du 10 août, il y en a eu à peu près 2500 à 3000. Les toits métalliques des maisons de Paris ont été conçus à une autre époque. Ils devaient protéger contre le froid durant l'hiver.
La température les a transformés en armes redoutables. En Europe, cette tragédie a fait plus de 30 000 morts. Seulement en France, plus de 14 000 personnes ont perdu la vie en quelques semaines. Il y a une petite place dans le creux là-haut. Pendant la vague de chaleur de 2003, un autre phénomène peu remarqué s'est produit dans la nature. Le processus de photosynthèse a été interrompu. Dans des conditions normales, les plantes et les arbres sont la première ligne de défense contre les gaz à effet de serre. Ils absorbent le CO2 et le transforment en oxygène avant de le libérer dans l'atmosphère. Mais compte tenu de la chaleur extrême qui sévissait cet été-là, certaines plantes ont retenu l'oxygène et libéré plutôt du CO2 dans l'atmosphère. Qu'arrive-t-il à la biosphère si un mécanisme important qui doit transformer le CO2 en oxygène ne fonctionne plus régulièrement? Des réponses potentielles sont proposées au prestigieux Hadley Center situé en Angleterre, où l'on tente de prévoir la direction que pourrait prendre notre climat. Les modeleurs font des heures supplémentaires pour tenter de découvrir ce que nous réservent les futures décennies. Un de leurs plus grands défis consiste à calculer l'effet d'un réchauffement de 3 degrés sur la forêt tropicale amazonienne, où est produit 20% de l'oxygène mondial. Nous voulions savoir de quelle façon le changement climatique affectait les forêts tropicales, en particulier la forêt amazonienne, une région très importante pour l'environnement, l'écologie et l'économie. Le modèle climatique fait une prévision inquiétante. Un réchauffement de 3 degrés pourrait déclencher une rétroaction catastrophique qui aurait pour effet d'accélérer encore plus le réchauffement planétaire. Et une des régions les plus humides de la Terre pourrait se transformer en savane aride. Parfois, il est bon qu'une personne de l'extérieur vous dise ce que ça signifie, la forêt amazonienne va disparaître. Le fleuve Amazone, à l'été 2005. Une chaleur extrême, associée aux pires conditions de sécheresse jamais vues, s'est abattue sur la région. Très peu de gens se souviennent d'une époque où les affluents du plus puissant fleuve au monde ont été complètement asséchés. En 2005, nous avons vu en Amazonie une situation absolument incroyable. L'armée brésilienne a dû transporter d'énormes quantités d'eau par hélicoptère pour éviter qu'encore plus de gens meurent de soif, dans des villages qui sont normalement situés près de ce fleuve immense. D'abord la sécheresse, puis le feu. Parmi les conséquences de l'été 2005, plus de 2500 km² de forêt tropicale ont été ravagés par les flammes. Les arbres aident à générer 50% de l'eau des précipitations dans la forêt amazonienne. Lorsqu'une partie importante de la forêt est détruite, la source même des précipitations est réduite. Chaque arbre que nous perdons nous mène tout droit à une situation de sécheresse et de feux de forêt dans la région. L'écologiste Daniel Nebstad étudie l'Amazonie depuis plus de 25 ans. Il constate que le réchauffement climatique et le déboisement poussent cette région vers un seuil dangereux. Nous pensons que dans 20 ans d'ici, nous verrons l'apparition de ce que nous appelons les rétroactions positives. Ces redoutables cycles de sécheresse qui provoquent des feux de forêt, qui créent eux-mêmes une plus grande sécheresse. Et cela se produira beaucoup plus tôt que ce que nous montrent les modèles climatiques. Dans les conditions extrêmes d'un monde où la température s'est élevée de 3 degrés, la perte de la plus grande partie de la forêt amazonienne pourrait entraîner la libération de centaines de millions de tonnes de carbone emmagasinées, ce qui ajouterait peut-être un autre degré au réchauffement planétaire.
Si dans 30 ans, la forêt amazonienne est transformée en brousse, je me souviendrai que nous avons déjà eu une chance de sauver un des plus grands trésors de la planète. Une région dont l'immensité et la complexité imposent le respect et dont l'influence s'étend à toute la Terre. Chaque habitant de ce monde est lié d'une certaine façon à cet écosystème. En regardant derrière moi, je songerai que nous avons eu une chance et que nous l'avons laissé passer. Dans un monde à 3 degrés de plus, le changement climatique pourrait donner lieu à des intempéries plus violentes que toutes celles que les humains ont jamais connues. Alors que les océans se réchauffent de plus en plus, un nouveau climat apparaît, reproduisant la violente anomalie météorologique que nous appelons El Niño. Dans un monde à 3 degrés Celsius de plus, ces conditions extrêmes pourraient devenir une situation courante. Normalement, les vents alizés entraînent les courants océaniques chauds vers le Pacifique occidental, laissant les eaux froides riches en éléments nutritifs près du littoral de l'Amérique du Sud. El Niño bouleverse complètement ce système. Les premiers signes sont d'importantes fluctuations de la pression atmosphérique. Les alizés faiblissent et changent complètement de direction. L'eau chaude se répand vers l'est, dans le Pacifique. Des pluies torrentielles et des inondations frappent les régions côtières d'Amérique du Sud. Les forêts tropicales d'Indonésie et les terres agricoles d'Australie connaissent des conditions d'extrême sécheresse. Et plusieurs modèles climatiques comportent une autre prévision troublante. Si le réchauffement se poursuit, il pourrait donner naissance à une nouvelle génération de tempêtes redoutables. Dans un monde réchauffé de 3 degrés, il y aura beaucoup plus d'énergie dans les océans pour faire naître des ouragans. Les ouragans puisent leur force dans la chaleur des océans. Les scientifiques tentent toujours de trouver un lien entre le réchauffement planétaire et la force des ouragans. L'été 2005 démontra ce lien de façon dramatique. À la fin du mois d'août, un avion chasseur d'ouragans est dépêché au-dessus du golfe du Mexique. Une tempête colossale se prépare et sa trajectoire l'amène tout droit vers la ville de la Nouvelle-Orléans. Toute personne qui s'y trouve encore n'a qu'un nom à l'esprit, Katrina. Le dimanche 28 août, les vents de Katrina atteignent 280 km à l'heure. L'imagerie thermique révèle la puissance de Katrina. L'orangé et le rouge indiquent que la température de la mer atteint 28 degrés Celsius, soit presque 1 degré de plus que la normale. La pression dans l'œil du cyclone est la 4e plus basse jamais enregistrée lors d'une tempête dans l'Atlantique. Elle donne encore plus de force à Katrina. En atteignant la Nouvelle-Orléans, l'ouragan se déchaîne. Moins de 6 heures plus tard, Katrina s'éloigne de la ville. Mais la destruction de la Nouvelle-Orléans ne fait qu'empirer et transforme cette catastrophe naturelle en tragédie nationale. Il est impossible de relier directement Katrina au réchauffement de la planète. Le processus qui forme les ouragans est trop complexe. Mais si la Terre se réchauffe de 3 degrés, nous pourrions devoir affronter une nouvelle génération de tempêtes très puissantes. Si la Terre atteint 3 degrés de plus au cours des 40 ou 50 prochaines années, les systèmes d'entretien essentiels à la vie de la planète pourraient commencer à s'effondrer.
Au-delà de 3 degrés, la science du réchauffement planétaire s'en tient à des hypothèses, plus terrifiantes les unes que les autres. Dans un monde à 4 degrés Celsius de plus, les océans envahissent les deltas à forte population, où vivent 1 milliard de personnes. Le Bangladesh est emporté. L'Égypte est inondée. Venise est submergée. Dans un monde à 4 degrés Celsius de plus, les océans envahissent les deltas à forte population, où vivent 1 milliard de personnes. Le Bangladesh est emporté. L'Égypte est inondée. Venise est submergée. Les glaciers disparaissent et des milliards d'autres personnes sont privées d'eau. Le nord canadien devient une des zones agricoles les plus fertiles de la planète. Alors qu'une plage de Scandinavie pourrait être le nouveau Saint-Tropez. La calotte glaciaire de l'ouest de l'Antarctique risque de s'effondrer entièrement, ce qui ferait monter encore plus le niveau des mers. Telle pourrait être notre planète à 4 degrés Celsius de plus. À 4 degrés, nous commençons vraiment à voir une planète qui n'a plus rien en commun avec celle que nous connaissons aujourd'hui. Le combat se livrera ici, dans les champs de glace cristallins des glaciers himalayens, la plus grande réserve d'eau douce de la planète, à part les calottes glaciaires polaires. Les glaciers de l'Himalaya reculent plus rapidement que n'importe quel autre au monde. Peu de gens sont venus ici, en amont du Gange, aussi souvent que cet homme. Le Swami Sundaranand, un maître spirituel de 80 ans, surnommé le Swami qui fait clic, s'intéresse aux glaciers qui dominent le Gange depuis 50 ans. J'ai pris ma première photo en 1956. Après 1962, j'ai commencé à m'inquiéter des changements que je constatais. En 1965, j'ai marché jusqu'à ce glacier, au pied du mont Meru. Lorsque j'y suis retourné 15 ans plus tard, le glacier avait disparu. Quand j'ai vu que le glacier reculait, je suis devenu très inquiet et j'ai pleuré. Si le Gange cesse un jour d'exister, le monde entier se retrouvera orphelin. La collection de paysages du Swami illustre les changements qui, en 50 ans, ont détruit ce magnifique glacier. L'imagerie satellitaire de la NASA confirme l'importance de la perte subie. Les photos, qu'elles soient traditionnelles ou plus sophistiquées, racontent toute la même histoire. Une histoire qui évoque le danger pour les années à venir. Tout ceci était jadis recouvert d'un glacier qui s'est mis à rétrécir de 30 mètres par année. Il y a à peine un siècle, cette pierre marquait l'extrémité du champ de glace, qui a reculé très haut dans la montagne. Dans un monde à 5 degrés Celsius de plus, 2 immenses zones inhabitables envahissent les régions jadis tempérées des hémisphères nord et sud. Le manteau neigeux et les aquifères qui alimentent les plus grandes villes du monde, Los Angeles, Le Caire, Lima, Bombay, s'assèchent. Les réfugiés climatiques se comptent par centaines de millions. Telle pourrait être notre planète à 5 degrés Celsius de plus.
Si nous laissons le réchauffement climatique se poursuivre jusque-là, je prévois une situation où des conflits perturberont de vastes régions de la planète. Les gens s'affronteront pour posséder ce qui reste des ressources mondiales. Dans un monde à 6 degrés de plus, les océans vus à une certaine distance peuvent sembler bleu clair. Mais ce sont des océans sans vie. Les déserts envahissent les continents comme des armées de conquérants. Les catastrophes naturelles sont chose courante. Certaines des plus grandes villes du monde sont inondées et abandonnées. Telle pourrait être notre planète à 6 degrés Celsius de plus. Des réchauffements de 6 degrés sur de plus longues périodes ont été associés à certaines extinctions catastrophiques dans l'histoire de la Terre. On peut donc supposer que si la température grimpe de 6 degrés en moins d'un siècle, nous devrons faire face à rien de moins qu'à la destruction de la planète. On a qualifié le réchauffement de 6 degrés de scénario du jugement dernier. Nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Mais tout n'est pas que ruines et ténèbres. Pas encore. La plupart des experts croient que nous pouvons nous éveiller de ce cauchemar. À l'heure actuelle, la température moyenne n'a augmenté que de 0,8 de degré Celsius. Mais le temps presse. Il faut renverser la situation et trouver en une décennie une alternative à l'approvisionnement énergétique de la majeure partie de l'humanité. Quand on cherche des solutions, il n'y a rien de mieux que de commencer par soi-même. Voici la résidence des Cohen, une agréable maison comptant 3 chambres à Snowmass, au Colorado. Mais sous la surface se cache un monstre énergivore. De nombreuses maisons gaspillent plus d'énergie qu'elles n'en utilisent. Une équipe d'éco-détectives inspecte la maison des Cohen pour y découvrir les crimes commis contre le climat. This innocent-looking thing here, when it is on, eats a whole lot of money. When I feel this much cold on the outside of the freezer, I know that the insulation is really not as thick as we would like. Oh, what have we here? Les changements climatiques sont un problème dont nous pouvons nous passer, et cela nous coûterait moins cher. Pour Emory Lovins, la solution commence par l'efficacité, en réduisant l'utilisation d'énergie qui produit des émissions de CO2. Do you see that little red light down in the corner? Yes. And this whole entertainment center goes through one plug, so I'm going to plug it in through the meter now. If you have all kinds of appliances, you know, your TV, your VCR, your DVD, etc., that have that little light on, yes, they're using electricity. It's called vampire loads. 109 watts, almost $60 a year just sitting there turned off. Emory Lovins met en pratique ses enseignements. Il vit à Aspen, au Colorado, dans une maison sans fournaise, qu'il a conçue lui-même. En hiver, la température descend régulièrement à moins 17 degrés Celsius. Nous sommes à 2160 mètres, la température peut descendre à moins 8 degrés Celsius. Nous pouvons avoir du gel n'importe quand. Et en hiver, le ciel est parfois nuageux pendant 39 jours consécutifs. La maison d'Emory Lovins fait appel à la haute technologie et au simple bon sens. Les panneaux solaires sur le toit produisent plus d'électricité que la maison n'en utilise. La maison entière n'utilise que 120 watts, un peu plus qu'une ampoule électrique. L'efficacité énergétique est la façon la plus importante, la plus rapide et la moins coûteuse de régler le problème climatique, afin de réaliser des économies et de faire de la Terre un endroit plus sûr, plus riche, plus juste et plus frais. Après nos maisons, la deuxième source la plus importante d'émissions dont nous sommes responsables est garée juste à l'extérieur. Les voitures produisent près de 20% des gaz à effet de serre de la planète. Pour garder le réchauffement en deçà du seuil critique de 2 degrés,
nous devons couper chaque année 7 milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. En doublant le rendement énergétique moyen de toutes les voitures, on épargnerait 1 milliard de tonnes. Mais il nous faudrait encore en couper des milliards de plus pour éviter de dépasser le seuil critique de 2 degrés. Nous avons déjà tout un arsenal de solutions. L'énergie solaire, éolienne, marémotrice et thermique. Toutes ces choses réunies offrent une excellente possibilité de nous éloigner d'une économie de combustibles fossiles. La solution pourrait bientôt poindre à l'horizon. Mais le problème continue à grandir. D'année en année, nous consommons plus d'énergie. L'avenir lance d'énormes défis aux meilleurs scientifiques de la planète. Une équipe internationale de physiciens est déjà au travail en Angleterre. Elle planche sur la solution technologique ultime, la fusion nucléaire. Elle construit un réacteur à fusion nucléaire inspiré de la meilleure centrale énergétique du système solaire, le Soleil. Cette initiative pourrait permettre d'obtenir une source d'énergie virtuellement sans limite et renouvelable, qui ne produirait pas de gaz à effet de serre. Cette énergie illumine l'univers. Elle alimente la plupart des étoiles. Nous tentons donc de reprendre le même processus pour la Terre et d'utiliser cette énergie pour produire de l'électricité. Ce ne sera pas facile. Le cœur du réacteur sera presque 10 fois plus chaud que le Soleil. Un puissant champ magnétique contient le plasma et l'empêche de faire fondre les parois du réacteur. Même s'il fonctionne, et il n'y a aucune garantie, le réacteur ne produira pas d'électricité commerciale avant au moins 30 ans. Aussi ambitieux que ce projet puisse être, il demeure relativement terre-à-terre. Imaginez l'espace envahi par une flotte cosmique de miroirs. Un projet de recherche mené actuellement estime qu'1 million de miroirs, chacun de près d'1 mètre de diamètre, pourraient bloquer la chaleur du Soleil suffisamment pour abaisser la température de la Terre. Il ne sert à rien de rester passif en espérant que quelqu'un va inventer une source d'énergie fantastique. La réalité, c'est que nous devons nous débrouiller avec ce que nous avons et que nous devons apporter des changements d'ici 10 ans. L'être humain continue de consommer l'énergie avec voracité. Notre bilan de CO2 est consternant. Le réchauffement planétaire s'accélère. À un certain point, le changement climatique pourrait nous échapper complètement. Le réchauffement planétaire deviendrait alors un train incontrôlable. La question que nous devons nous poser est la suivante. Maintenant que nous savons ce qui peut se produire, qu'allons-nous faire? Même les pires scénarios de 6 degrés ne signifient pas la disparition de toute forme de vie sur Terre. Mais la vie sur cette planète, après un réchauffement extrême, serait complètement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Et le pire qui puisse nous arriver, à l'heure actuelle, les esprits les plus brillants de ce monde sont d'accord sur 2 points. Ils ne le savent pas, et ils espèrent que nous ne le saurons jamais.